Bonjour à tous. Alors l'autre jour, j'ai mon neveu qui dessine beaucoup et qui commence à faire de la bande dessinée qui m'a demandé des conseils. Donc il a 13 ans, il a un bon niveau. Et il m'a montré une illustration qu'il avait réalisée à l'aquarelle et qu'il avait en craie. Donc avec un personnage. Et en fait, du coup je lui ai donné des conseils et sur les tissus pour représenter le personnage, pour les plis, et sur un petit truc qui est assez connu notamment en animation par rapport à l'effet ombre chinoise. Donc je vais expliquer ça. Les petits plis, juste pour préciser ça rapidement, je répète ce que je dis à chaque fois, c'est prenez des modèles, donc parce que selon le genre de tissu que le personnage porte, selon s'il a une chemise en lin, un blouson en cuir ou une veste en jean, ça va pas plier de la même façon, ou même quelque chose en soie ou en satin, donc c'est vraiment important d'aller regarder de la documentation pour bien montrer les plis des vêtements et pourquoi ils plient comme ça, etc. Et ça va tout de suite, ça va donner une autre ampleur à votre dessin. On verra que vous êtes donné la peine de faire des recherches. Alors, simplement, en fait, un personnage, quand vous le dessinez, essayez, dans la mesure du possible, que ce soit pour une illustration ou pour une bande dessinée, si c'est possible, essayez de faire déborder ses membres. Donc, j'entends par là faire déborder les mains, les jambes, etc. Et que si le personnage se retrouve en ombre chinoise, on puisse tout de suite comprendre ce qu'il est en train de faire. Donc par exemple, j'en sais rien, je vais faire un personnage qui regarde une montre à gousset. Je vais pas le faire très bien parce que là comme ça j'ai pas la latitude en tête et encore moins comment la main va tenir la montre à gousset. Donc ça va pas être terrible, hein, mais c'est pas très grave, c'est juste pour montrer, pour l'exemple. Bon, je vais faire un truc comme ça. Je suis consciente que anatomiquement, dans les proportions et tout, il y a un gros souci, mais c'est pas très grave. Voilà, je vais faire tourner peut-être un peu plus. Donc vous voyez, je fais mon crayonné. Je sais pas, je vais faire un personnage avec un petit chapeau de fin, tiens. Ça me fait penser à un personnage que je dessinais quand j'étais au lycée. C'est l'occasion de le refaire. Hop, voilà. J'ai ma base, on dessine bien le sol. Donc les crayonnés, toujours, une fois de plus, je répète ce que je dis dans les autres vidéos, mais c'est l'occasion de faire des traits dans tous les sens, de revoir ce qu'on est en train de faire, de changer d'avis, etc. Donc vous voyez, j'ai bien fait déborder les formes ici, les bras, les deux jambes ne sont pas collées. Je vais faire un autre exemple pour montrer justement ce qui ne va pas fonctionner, ou qui va fonctionner beaucoup moins bien. Voilà. Je vais faire un ancrage très rapide parce que on n'est pas là pour faire de la démonstration de technique, c'est vraiment pour expliquer cette astuce des ombres chinoises. Voilà, là on a la chaîne de la montre. Voilà. Donc on a un premier personnage. Ses membres sont vraiment repliés sur lui-même. Donc il est en train de tenir une montre à gousset qui est là. Il a la main dans la poche. Jusque-là tout va bien. Mais en fait, si on met tout en ombre chinoise, je voulais le mettre en orange, le colorier en orange, mais je pense que ça va être trop long et en plus le feutre risque de baver. Mais du coup je vais juste faire le contour. Voilà.
imaginons que vous ne voyez pas les traits, alors, je vous demande un petit effort d'imagination, et que vous ne voyez que ce qui est dans le orange et que ça fasse une silhouette entière. Voilà. Donc en fait de loin ici on va quand même comprendre que le personnage a un grand chapeau. On comprendra peut-être qu'il a un espèce de petit costard qui lui arrive un peu en dessous les hanches. Mais ici, on ne comprend pas du tout. On voit une espèce de masse. Et si le personnage est complètement vu dans l'ombre, on ne sait même pas si c'est sa carrure qui est assez épaisse ou quoi que ce soit, ou si c'est parce qu'il a les bras écartés. Par contre, si je fais le même personnage, je vais essayer de faire le même genre d'ancrage. Le même personnage vu sous un autre angle. J'en profite là aussi pour faire une pause un peu plus au niveau des vêtements. Alors je disais donc, pour les vêtements, j'essaye aussi de faire quelque chose d'un petit peu plus stylisé, un petit peu comme dans les mangas ou les comics, avoir un vêtement qui a un peu plus d'ampleur. Vous n'êtes pas, absolument pas obligé, hein. C'est juste que ça peut faire un petit truc un petit peu stylé pour du character design, ça fait un peu comme s'il y avait du vent dans les vêtements, ça fait une ambiance un peu plus grandiose. Voilà, donc là je vais bien m'amuser parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait ça quand même rapidement sans avoir le posing en tête. Donc honnêtement, je vais faire un peu n'importe quoi. Ça va pas être terrible, mais c'est pas grave. Voilà, là on va dire que ça l'entrecou c'est ouvert ici comme ça, tac. Et là aussi du coup. Et là on va avoir la petite chaîne. Soit je la fais passer là, soit en dessous. Allez, je vais faire ça. Moi, quand je dessine une chaîne, j'aime bien, normalement je le fais au crayonné, j'aime bien tirer un trait et comme ça après j'ai plus qu'à dessiner les maillons par-dessus. Donc là je vais le faire très rapidement. Tac, 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 tac. Ça va venir se relier ici. Je finis les doigts. Voilà. Et puis ici, du coup, on a l'intérieur du costume. Alors, petite précision entre deux, je vous invite à aller voir des manuels d'animation pour le dessin animé pour bien comprendre comment le personnage va se stabiliser. En fait, on a toujours une histoire de point d'appui où on va appuyer notre poids de corps soit sur les deux pieds si on a les jambes légèrement écartées, soit sur un pied, et à ce moment-là, la hanche va basculer sur son point d'appui. Voilà, on peut même dire que son pied est légèrement surélevé. En fait, c'est pareil, c'est des trucs à connaître. Alors, c'est pas les premières choses à apprendre en dessin, mais ça va changer la dimension de votre dessin. C'est les points d'appui, comment le corps va se rééquilibrer. En fait, on a toujours, je fais complètement une aparté par rapport à ce que j'étais en train de faire. On a toujours une forme de S en fait dans le corps. C'est comme si on se rééquilibrait. Quand quelque chose part vers l'avant, en dessous ça va partir vers l'arrière, en dessous ça va repartir vers l'avant, etc. Donc vous pouvez avoir cette forme de S et par exemple, on va avoir le visage. La personne, elle est comme ça. On va avoir le dos voûté. Et pour compenser ce dos voûté qui part vers l'arrière de la personne un petit peu avachie, le bassin va partir vers l'avant. Voilà, c'est une flèche vers l'arrière, une flèche vers l'avant, etc. Arrivé au niveau des genoux pour rééquilibrer, la jambe va devoir partir en arrière. Ça, c'est pas forcément facile à comprendre. On m'avait expliqué ça il y a quelques années. J'avais mis un certain temps quand même à assimiler le truc. Je comprenais rien au début à ce qu'on me racontait, je vais pas mentir. Mais une fois que vous comprenez, ça va vraiment changer la dimension de votre dessin. Donc là, il a les mains dans les poches, tac tac. Et à l'inverse, du coup, si un personnage a le visage bien relevé, regarde bien en avant, etc. Hop, du coup,
Ça va entraîner la poitrine aussi vers l'avant. Ça va venir repousser les fesses vers l'arrière. Les jambes vont être contrebalancées, vont partir légèrement vers l'avant. Et voilà. Et donc, quand vous tenez comme ça peut aussi être parce que vous portez des talons. Et c'est aussi pour ça que quand on dit qu'une personne porte des talons, ça va lui faire une silhouette plus élancée, plus gracieuse, etc. C'est pas seulement le fait qu'elle soit perchée sur des plateformes ou quoi que ce soit, c'est pas juste le fait que la personne paraisse plus grande ou quoi que ce soit, c'est aussi qu'en fait, ça va forcer à se tenir autrement, parce que ça va vous forcer à compenser quelque chose dans votre attitude, et du coup, ça fera partir les fesses vers l'arrière et le torse en avant. Je vais quand même mettre les mains dans les poches. Alors justement, hier, j'ai fait une vidéo sur les mains, sans qu'on avait tendance à les cacher pour pas les représenter, parce que pas tout le monde, mais beaucoup de gens détestent dessiner les mains, parce que voilà, c'est galère, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, vous verrez, si vous regardez certaines bandes dessinées, bizarrement, les mains sont toujours cachées dans les poches, c'est pratique. Voilà, donc ça c'était la petite aparté. Je vais marquer silhouette en S. Et je sais pas, point d'appui peut-être, pour faire un mémo. Donc je suis bien consciente que c'est pas facile à comprendre ça, hein, au départ. Allez voir des livres d'animation, vraiment je sais pas quoi dire d'autre. Et en fait cette forme de S, elle reviendra tout le temps. Et ça va vous changer la vie, ça va donner vraiment une autre ampleur à vos dessins. Par exemple, si un personnage vous le dessinez assis, comme ça, les jambes bien droites, et les mains posées sur les genoux, ou posées devant lui sur son ventre, en fait, on se tient rarement comme ça. On n'a pas un corps qui est prévu pour se tenir de façon complètement robotique et droite. Donc ça va 3 minutes de se tenir comme ça en faisant un effort. Mais rapidement, soit on va s'avachir, soit on va se pencher d'un côté ou de l'autre. Et avoir cette forme de S, au début, vous allez peut-être faire des dessins qui partent un petit peu dans tous les sens. Mais ça peut aider à dérigidifier votre dessin et à avoir du coup des poses aussi plus naturelles. Ça dépend des personnes. Il y a des gens qui vont naturellement dessiner des personnages dans des poses, comment dire, un peu à la cool, etc. Moi, je sais que j'avais tendance vraiment à, je sais pas, je pensais que c'était bien de faire comme ça, à vouloir faire les personnages droits, raides, etc. Mais en fait, on n'est pas comme ça dans la vraie vie, et c'est comme parfois certaines bandes dessinées dites réalistes. Moi, j'ai tendance à dire, en fait, c'est plus réaliste que la vraie vie, dans le sens où en fait, ça fait un trait en ligne claire, ça fait un trait qui se veut sérieux, etc. Mais personne ne ressemble à ça dans la vraie vie. Et si vous regardez bien, la plupart des gens ont quand même des visages beaucoup plus cartoon que ce qu'on veut représenter en faisant des choses dites sérieuses et réalistes. Enfin, surtout dès que quelqu'un va avoir peur ou va faire une grimace ou va avoir une expression de surprise ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, regarder des vidéos, on fait vraiment des têtes, mais on dirait des toons en fait. Et voilà, donc faites attention à ne pas avoir des personnages trop rigides. Ça, c'était pour la petite aparté, donc désolé. Chaque fois, je pars un petit peu sur autre chose dans mes vidéos. J'espère que c'est pas trop contraignant du coup à suivre. Voilà, donc vous voyez aussi que je ne suis pas parfaitement mon crayonné, hein. Il va me servir de base, mais ça s'arrête là, c'est pas du tout du décalcage. Pardon, j'ai un petit peu d'asthme, j'ai du mal à respirer, désolé. Alors, là, si je reprends à nouveau la silhouette comme j'ai fait pour le personnage précédent, voilà. Même si on ne comprend pas exactement ce qu'il fait, tout de suite on va comprendre qu'il tient quelque chose, et ça peut en dire aussi beaucoup plus long sur son attitude générale, sur c'est quoi son état d'esprit. Là on voit bien quand même à sa silhouette que c'est pas quelqu'un de timide et d'introverti. Il est lancé, il a l'air sûr de lui. Il y a un petit chat qui est en train de monter sur ma table, je sais pas si elle va venir devant la vidéo.
Elle fait bouger la table, c'est merveilleux. Bah oui. Pardon, je parle au chat du coup. Voilà, désolée, je me reconcentre. Donc voilà, essayez de faire déborder les membres du personnage pour bien voir la différence. Qu'on puisse tout de suite capter, même de loin, si on met le personnage en ombre chinoise, à quoi il va ressembler. Et du coup, vous verrez, vos dessins vont être plus aérés, vont être plus chouettes, et les traits vont être moins ramassés sur le même. Parce que vous voyez, là, c'est quand même un peu... ça fait quand même un peu brouillon, là. On a des traits dans tous les sens qui viennent s'enchevêtrer les uns sur les autres. Voilà. Donc ça va être assez important de faire ça. Alors également, je pensais ce matin dans un autre genre, il y a une technique un peu connue, ça se faisait beaucoup à l'époque, du temps jadis, je sais pas à quelle époque en fait, mais en tout cas, je sais pas si ça se fait encore beaucoup, mais ça peut être une bonne idée. Bref, j'arrête d'épiloguer et j'y viens. Si par exemple votre personnage est en train de saisir un objet, vous pouvez dessiner sa main légèrement plus grosse qu'elle ne le serait en réalité. La disproportionner légèrement pour la grossir un tout petit peu. Pas non plus faire une main monstrueuse ou quoi que ce soit. Juste la dessiner un tout petit peu plus grand, ça va attirer inconsciemment le regard sur cette partie du corps pour dire hey, regardez, là il est en train de faire un truc. Également, si votre personnage a entendu un bruit, donc on va faire un plan que j'ai vu beaucoup dans les mangas. Hop. Au niveau des mangas, dans la mise en scène, il y a vraiment beaucoup de choses à piocher. Enfin, c'est quand même, peu importe si vous aimez ou n'aimez pas le style manga, même s'il n'y a pas du tout qu'un style, les mises en scène des mangas, ils sont quand même... Enfin, on va dire qu'à une époque où la bande dessinée traditionnelle franco-belge était quand même beaucoup dans des plans vus à hauteur d'yeux, les mangas, on avait déjà quand même des trucs tout le temps en plongée, contre-plongée, des plans sur les pieds en train d'avancer, des plans avec des lignes de vitesse, etc. Je dis pas que ça se faisait pas dans la bande dessinée franco-belge, c'est juste que je pense que ça s'est fait davantage et plus vite dans les mangas. Et... Enfin voilà, moi je vous suggère vraiment d'aller en lire, ne serait-ce que pour choper des bases de mise en scène. Alors par exemple, si le personnage a entendu un bruit, donc j'en sais rien, je vais faire une petite bulle, hop. Alors, je l'ai super raté, c'est pas grave, c'était juste pour dire si la bulle est en... comment dire, si le bruit est en off, ne faites pas ça. Enfin, vous pouvez en fait, mais on va pas forcément bien comprendre. Le truc, c'est vraiment d'aller coller la bulle sur le bord ici de la case et ne pas la fermer. Donc voilà, il y a un bruit. Vous pouvez accentuer ça en faisant 2-3 petits traits autour de l'oreille, ou alors si vous le faites à la couleur, vous laissez un espace plus clair au niveau de l'oreille. Vous pouvez faire ça de façon très discrète ou au contraire très assumée. Ça, c'est à vous de voir l'ambiance que vous voulez donner. Hop, hop. Donc ça va tout de suite attirer sur l'oreille. On comprend vraiment que le personnage, c'est important qu'il ait entendu ce bruit. Et l'oreille, vous pouvez la dessiner légèrement plus grosse que normal. Une fois de plus, je ne vous dis pas de lui faire une oreille d'éléphant, mais légèrement plus grosse. Et du coup, ça va accentuer l'idée que c'est important qu'il entende quelque chose. Voilà. Je sais pas si j'ai fait le tour, je crois que j'avais d'autres choses à raconter, mais j'ai oublié. C'est super. Bah, c'est pas très grave. Alors, une fois de plus, je me répète. Si vous avez des questions sur les métiers d'auteur de bande dessinée, sur la façon de dessiner certaines choses, des questions de mise en scène, des questions de comment faire un dossier éditorial, comment faire ci, comment faire ça, même éventuellement des questions juridiques, là je vais être peut-être un peu moins pointue, mais voilà, n'hésitez pas à me les poser. Une fois de plus, je ne sais pas si je pourrais vous répondre, ça dépendra des questions parce que je n'ai pas la science infuse, mais je ferai de mon mieux pour vous répondre. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, bon courage pour vos dessins. Également, si certains veulent m'envoyer leurs dessins pour avoir un retour, une critique ou quoi que ce soit, ou juste pour être rassuré, ça arrive aussi, n'hésitez pas. Alors selon les périodes, il y a des moments où je suis vraiment super overbooké et j'ai pas du tout le temps de m'occuper de mes mails ou quoi que ce soit. Il y a d'autres périodes, c'est un petit peu plus tranquille. Donc voilà, tout ça pour dire, si je vous réponds pas dans la seconde, ne vous inquiétez pas. Ou au pire, relancez-moi, renvoyez-moi un autre message.
Mais dans la mesure du possible, quand c'est pour des questions techniques, d'aide ou de conseils ou quoi que ce soit, j'essaye de répondre. Par contre, venez avec une question concrète, parce que ça m'arrive aussi des fois des gens qui me contactent et qui m'envoient des dessins, qui font comprendre qu'ils veulent un avis, mais quand je leur dis, bon, tu veux un avis sur quoi exactement, ou quand moi je leur pose des questions, j'ai plus de réponse, donc rappelez-vous que je suis une personne humaine, je ne suis pas un robot, et que je prends de mon temps pour m'occuper de vous répondre, que des fois je préférerais aller promener mon chien, mais que je fais l'effort de répondre parce que c'est poli, et parce que je sais que c'est désagréable de ne pas avoir de réponse, mais faites aussi un effort de votre côté, quoi, ça peut être cool. Voilà. Bref. Donc voilà, si vous avez des questions, quoi que ce soit, des remarques, des avis, des demandes de vidéos, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.